Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV chaque jeudi soir en direct sur Sud Radio. Les enjeux de la mobilité au cœur de Salon des maires, et c'est le rendez-vous annuel des maires. On y était ensemble avec Philippe David hier pendant 3 jours au parc de Versailles. C'est canon à Paris, et ça se termine aujourd'hui. L'occasion de mettre en avant les préoccupations des élus locaux. Évidemment, cette année, c'est la flambée des coûts de l'énergie qui occupe les esprits, mais la question de la mobilité, de la place de la voiture qui reste incontournable dans de nombreux territoires, il ne faut pas l'oublier, ou encore le passage à l'électrification sont au cœur de ces 3 jours. On va en parler avec nos invités, et nous avons la joie de recevoir 2 invités prestigieux. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Les vraies voix Sud Radio. Et Clément Molison est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'AVER. Déjà, c'est une association nationale. Et vous allez nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça a l'air d'être un petit peu du charabia, justement d'abord qui sont vos adhérents et quelle est votre fonction au cœur du secteur automobile. Bien sûr, on est une association professionnelle. On a plus de 220 adhérents, et ces adhérents, ils sont tous des acteurs de la mobilité électrique, à la fois batterie et hydrogène. On a des constructeurs, des équipementiers, des fabricants de bornes, des installateurs. On a également des collectivités. Et justement, ces collectivités, on en a rencontré une bonne partie car on est présent au Salon des maires. On avait un stand avec certains de nos adhérents. On disait tout à l'heure en ouverture d'émission que forcément ça allait passer aussi par les collectivités locales, ce qui est important. Aujourd'hui, et par les entreprises, c'est grâce aux entreprises que l'électrification va se faire. Bien sûr, aujourd'hui en France, la moitié des immatriculations, c'est les personnes morales. Autrement dit, les entreprises et les collectivités. Donc c'est essentiel aujourd'hui de compter sur elles, avec en plus, une particularité notamment des entreprises, qui est qu'elles remettent rapidement ces véhicules dans le marché de l'occasion. Et c'est aussi grâce à elles qu'on va réussir à démocratiser le véhicule électrique, d'avoir des véhicules plus abordables. Vous avez lancé un guide. Comment électrifier sa flotte de véhicules? Parlez-nous de ce guide. C'est le guide Michelin de l'électrification. J'espère qu'il aura le même prestige. Oui, le Goemio, c'est pas mal non plus. Non, mais concrètement, c'était des questions qu'on nous posait depuis plusieurs années, de savoir, d'avoir des entreprises qui venaient nous voir en nous demandant je fais comment. Et donc on a mis autour de la table nos adhérents, à la fois les constructeurs, les fabricants de bornes, les installateurs, pour savoir exactement quelles sont les bonnes procédures, les étapes à suivre, les incontournables, les bonnes pratiques. Même pour eux, c'est compliqué aujourd'hui? Non, c'est pas forcément compliqué, mais il fallait qu'on essaye de mettre sur le papier, de coucher sur le papier ces bonnes pratiques. On a également interrogé les entreprises, je pense par exemple à La Poste, à EDF, qui ont des importantes flottes aujourd'hui de véhicules électriques. Comment elles ont fait et quels écueils elles auraient préféré éviter. Mais est-ce que c'était pas un peu impératif de faire un guide? Parce que, excusez-moi, avec toutes les aides multiples, variées, qui sont pas les mêmes selon qu'on soit en Occitanie, en Grand Est, qui évoluent tout le temps, votre guide, vous le refaites en permanence, ou comment ça se passe? Parce que, franchement, à moins de Bac+5, on a du mal à comprendre. Alors, on vient tout juste de le sortir, donc on va peut-être pas encore le mettre à jour, mais vous avez raison, il a vocation à évoluer. Peut-être sur cette question des aides, signaler une initiative de l'IDRI, qui est un institut de recherche et qui a publié justement l'ensemble des aides au niveau national et au niveau local, qui est extrêmement utile et qui, j'espère, également sera mis à jour. Et vous avez raison, ce guide, je pense qu'il était nécessaire. On en a fait d'autres, la recharge en copropriété, les bus électriques. Là, on attaque un sujet important, les entreprises, les grosses évidemment, qui ont des obligations de verdissement, mais également les plus petites. Et on va aussi descendre jusqu'au niveau des artisans qui vont avoir ces besoins-là, notamment quand il y a des zones à faibles émissions qui vont être mises en place. Donc oui, j'espère qu'il sera utile. Qui ont été un peu reculés là, on sent que les ZFE pour l'instant c'est un peu mis de côté pour certaines villes. Est-ce qu'on parle de déploiement, vous le dites, dans les immeubles, dans les entreprises, on a l'impression que le temps est quand même assez long, c'est-à-dire que ça se déploie pas vraiment quand on voit l'arrivée de l'électrification de l'automobile. Aujourd'hui, encore une fois, et nous on en parle toutes les semaines, c'est le déploiement des recharges en fait. Alors, ça va plus vite qu'on ne le pense. Là, on est à 75 000, un peu plus de 75 000 points de recharge ouverts au public, donc en voirie, sur des parkings ouverts au public de supermarchés, par exemple. C'est plus 53% sur 12 mois. Sauf qu'il en faudrait 215 000 en 2025.
en 2025 et entre 330 et 480 000 en 2030 selon nos estimations. Il y a des affaires à faire là. Oui, bien sûr, et on va continuer à le faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 90% des recharges, elles se font à domicile ou au travail. Et quand on regarde les chiffres d'Enedis, leur estimation, c'est à plus d'1 million de points de recharge disponibles. L'essentiel est sur la voirie, sur le domaine privé. Mais vous avez raison, il y a encore des efforts à faire et on est bien engagé pour les réussir. Mais comment on peut accélérer ça? Comment on peut inciter finalement les immeubles, les bailleurs sociaux et à un moment donné à faire les obliger à le faire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obligation. Nous, on discute depuis plusieurs années avec le gouvernement, avec l'administration, pour essayer d'aller sur des calendriers, en tout cas étaler dans le temps d'obligations, ou du moins d'essayer de prévoir ces déploiements. Là, on va avoir des infrastructures collectives qui sont en train de se déployer. L'idée, c'est pas juste d'avoir son point de charge, mais de préparer le parking, de prééquiper tout partie du parking. Nous, le choix qu'on a fait pour le moment, c'est surtout celui de l'incitation. Donc, on a un programme qui s'appelle Advenir, qui est un programme d'aide et qui aide notamment financièrement l'installation de points de recharge dans les copropriétés. Et puis, pardon, c'est comme finalement le covoiturage, c'est-à-dire que si vous mettez une borne, il faut qu'elle soit disponible aussi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à chacun d'avoir sa propre borne, mais qu'on puisse au moins la partager dans les sous-sols des immeubles, des entreprises, et voilà. Alors ça existe, ça se développe un petit peu moins, parce que notamment dans les copropriétés, souvent on a une place qui est associée à son logement, mais dans certaines copropriétés, également chez les bailleurs sociaux, on peut avoir des bornes partagées. C'est plusieurs bornes et chacun y va quand il peut, mais ça demande de gérer quand même de façon un peu plus précise dans la copropriété, qui se gare à quel moment, qui se recharge, qui paye. Chacun son tour comme à Confesse. C'est un peu ça. Exactement. On a parlé des copropriétés. Vous étiez au Salon des maires. Au Salon des maires, on y était hier avec Cécilia des maires. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Comment est-ce qu'ils réagissent? C'est bien ce que vous dites, c'est intéressant. Et quels conseils, toujours, et quels conseils leur donnez-vous? Comment vous leur expliquez ce qu'ils doivent faire pour leur commune? Ils sont extrêmement curieux, ils ont énormément de questions. Souvent parce qu'ils sont en contact direct avec leurs administrés qui eux-mêmes ont ces problématiques. Et les collectivités, ça va être à la fois pour elles-mêmes, parce qu'elles ont des flottes, elles doivent les verdir. Donc notre guide, justement, va aussi adresser cette question-là. Mais également d'apporter le bon niveau d'information aux administrés. Et dans le cadre du programme Advenir, on fait aussi des formations pour les élus et les acteurs locaux. Et donc là, ça nous permet de leur donner un niveau d'information suffisant sur la mobilité électrique pour répondre à des questions basiques. Pas simplement les obligations, mais aussi c'est quoi le lien entre la mobilité électrique et le climat? Pourquoi est-ce qu'on va passer à la mobilité électrique? Comment on se recharge? C'est quel type de prise? Toutes les questions qu'on peut venir leur poser au quotidien. Sachant qu'on parle souvent des villes, avec l'électrification, c'est que c'est plus compliqué dans les territoires, puisqu'ils sont souvent obligés de faire de longs trajets, même si on peut se recharger chez soi à la maison. Après, il y a un problème d'argent, forcément. Aujourd'hui, l'électrification, en tout cas une voiture électrique, ça coûte de plus en plus cher. On a l'impression que les prix montent. Il va falloir aussi intégrer ce problème de pouvoir d'achat. Autant pour les collectivités locales dont les dotations se réduisent comme peau de chagrin, on les a vus hier, les maires, ils nous en parlent, que pour finalement les administrés. C'est vrai que les prix augmentent pour un petit peu tout en ce moment, et y compris pour les voitures thermiques et électriques. Ce qui est important de rappeler quand même, c'est qu'aujourd'hui, un Français sur 7 seulement se tourne vers le neuf. Les Français, ils achètent de l'occasion. Et donc là, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui... Il n'y en a pas pour l'instant, l'occasion vraiment d'électrique. Et justement, on a 1 million de véhicules électrifiés aujourd'hui en circulation. Il faut attendre un petit peu pour qu'il y ait un décalage de 3 à 4 ans pour qu'elles arrivent sur le marché de l'occasion. Donc c'est pour ça qu'on dit continuons à aider les entreprises, parce que c'est elles qui les ramènent le plus rapidement dans le marché de l'occasion. Et aidons aussi ce marché de l'occasion à se faire, à la fois pour garantir une certaine valeur pour le vendeur et également pour quand même baisser les prix pour l'acheteur. Vous avez aussi un projet en cours qui s'appelle Advenir avec l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ce que c'est? Tout à fait. Le programme Advenir, c'est un programme de certificat d'économie d'énergie. Donc c'est sous la tutelle du ministère de la Transition énergétique et qu'on pilote depuis 2016. On a 2 volets, un volet infrastructure. On finance des bornes de recharge, copropriété, en voirie notamment, sur des parkings. Et un autre volet qui est de la formation. Sur l'ensemble du territoire national, on fait des formations pour les élus, les acteurs locaux, professionnels
professionnels de l'immobilier, le grand public. Et puis à partir de 2023, avec Mobiliance, on va également former les professionnels des services automobiles. Et comment on fait par exemple, on est un particulier ou on a une entreprise pour avoir accès à ces formations? Comment ça se passe? Alors, les particuliers directement n'ont pas accès aux formations, mais on a un grand nombre de contenus disponibles sur jeroulenelectrique.fr. On a des fiches mémo typiquement sur le coût, les aides, combien de temps je mets pour me recharger. On a des simulateurs également d'offres de véhicules, d'aides. Vraiment, allez consulter ce site, c'est jeroulenelectrique.fr. Vous aurez déjà beaucoup de réponses à vos questions. En tout cas, merci beaucoup Clément Molison d'avoir été avec nous, délégué général de l'AVER. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va vous parler d'une association Unité Cité, responsable du pilotage national du programme mobilitaire. Baptiste Marchand sera avec nous dans quelques instants. On continue, on est ensemble jusqu'à 20h, tout va bien, détendez-vous. Vous roulez avec nous tranquillement, on est électrique. Hein. Absolument. Ouais, c'est non polluant Sud Radio, je vous le dis tout de suite. À tout de suite et bienvenue. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Et après Clément Molison, on a le plaisir de recevoir Baptiste Marchand de l'association Unicité, responsable du pilotage national du programme mobilitaire. Bonsoir. Qu'est-ce que vous le dites bien? Bonsoir, merci d'être avec nous. Déjà, ce programme mobilitaire, expliquez-nous ce que c'est, parce que ça a l'air très intéressant. Ça va un petit peu dans le même sens, forcément, sur ces voitures, ces territoires. Je vous laisse parler. Oui, ça marche. Le programme mobilitaire, donc c'est un programme porté par l'association Unicité, qui, juste pour bref rappel, est une association nationale experte et pionnière dans le service civique en France. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais besoins sur les territoires ruraux, sur la question de la mobilité, parce que des forts déséquilibres existent aujourd'hui. Et on essaie de s'engager chez Unicité à développer de plus en plus de missions d'engagement pour les jeunes de tous les territoires et sur l'environnement en particulier. Et donc on s'est dit que la question de la mobilité, c'était passionnant. Essentiel. Essentiel, c'est ça. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. On a développé sur 15 territoires en France ce programme-là qui permet à des jeunes de s'engager auprès des collectivités rurales et de promouvoir auprès des habitants des solutions de mobilité plus douces, plus solidaires, et d'essayer de promouvoir des alternatives à la voiture individuelle en fait. En tout cas, on va redécliner ces mobilités alternatives. J'imagine qu'on parle de covoiturage par exemple. Par exemple, oui. C'est une vraie pédagogie, parce qu'on a l'impression que, alors après c'est peut-être plus les gens plus âgés, mais on a l'impression qu'on n'est pas prêt à partager sa voiture, ou en tout cas à faire monter quelqu'un dans sa voiture ou de la sous-louer à son voisin, et c'est vers ça qu'il va falloir aller. Pas uniquement, c'est vrai que c'est une des solutions, le covoiturage, et aujourd'hui c'est vrai que c'est un frein pour certaines personnes, comme vous le dites, de partager sa voiture, mais dans certains territoires, notamment des territoires ruraux où il y a des villages qui sont assez isolés, c'est aussi un vecteur de lien social assez énorme. Donc quand on mobilise, quand on en parle avec les habitants, qu'on anime vraiment un réseau d'usagers du covoiturage et qu'on le promeut avec des infrastructures adaptées, en fait ça peut devenir un truc que les habitants vraiment s'en emparent hyper rapidement, et une vraie alternative. Mais après, c'est vraiment pas la seule. Le covoiturage, c'est un spectre, et on peut aussi redévelopper des transports en commun qui ont été délaissés dans les territoires ruraux. Oui, alors là, c'est plus long, c'est un peu plus long. C'est sûr, vous avez fait une table ronde au Salon des maires, et il y a vraiment, la France est coupée en deux entre la France des villes et la France des champs, c'est ça? Non, pas du tout coupé. Et puis même, en fait, on se rend compte que quand on veut parler de territoire rural, on a beaucoup du mal à avoir une définition unique sur ce que c'est, quel type quel nombre d'habitants, quelle densité, etc. En plus, la ruralité, il y a des plaines, il y a des périurbains, c'est ça, exactement. Et donc même parfois des territoires qu'on pense ruraux sont en fait liés en ceinture urbaine. Et donc nous, on a des territoires qui sont hyper différents, par exemple sur le programme mobilitaire, entre la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, qui est vraiment un bassin hyper isolé, et par exemple le territoire du Loiret, où on est présent sur Gien, donc Gien qui est quand même une ville donc de 15 000 habitants, mais qui rayonne sur des territoires vraiment ruraux. Donc c'est vraiment des territoires hyper différents. Donc il n'y a pas, je dirais, vraiment une différence entre les urbains et les ruraux, parce qu'au final même les ruraux sont des urbains. Aujourd'hui on vit quand même si c'est dans des toutes petites villes, on vit quand même en ville. Donc voilà, je me suis un peu égaré. Mais... Non, pas du tout. Mais comment la pédagogie, parce que on essaye d'apprendre de façon doucement, parce que le but n'est pas d'imposer non plus. On nous impose déjà beaucoup de choses, et d'expliquer comment on peut faire, quel maillage on peut mettre en place. C'est-à-dire que ceux qui ont des voitures vont en prêter aux autres. C'est quoi la voiture de demain pour vous en fait? Est-ce que la voiture sera encore la nôtre, ou ce sera une voiture à disposition de tout le monde en fonction de c'est quoi? Comment vous voyez cette voiture de demain?
Alors c'est une très bonne question. La voiture de demain. La voiture de demain. Ça non, alors c'est vrai que si on veut réfléchir un peu de manière utopique, c'est vrai que la voiture de demain, comme vous le dites, elle sera plus individuelle. Elle sera une voiture qui est partagée, qui est utilisée par pas mal d'usagers. Parce qu'en fait, le fait que chaque personne ait sa propre voiture personnelle, c'est pas du tout viable quand on voit ce qui nous arrive sur la tronche avec le réchauffement climatique, etc. Pas besoin de rappeler tout ça, mais non, la voiture de demain, non, c'est plus une voiture individuelle. Et puis en fait, surtout, c'est peut-être une voiture qui parfois pourrait ne pas exister tout simplement parce que à côté, on a des alternatives, des transports en commun qui sont redéployés, redéveloppés, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser la voiture et même utiliser le vélo, par exemple, parce que dans les territoires ruraux, c'est vrai que le vélo, c'est très compliqué, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, surtout en montagne. Alors en montagne particulièrement, effectivement, et c'est là qu'on a eu beaucoup de soucis. Mais c'est pas non plus une solution. Mais oui, mais c'est pas non plus une solution à écarter le vélo en territoire rural, dans le sens où la plupart, je crois que c'est un peu plus de 40% dans les territoires ruraux des déplacements qui sont faits sont de moins de 5 km. 5 km, on considère que bien équipé avec un vélo qui roule, voire un vélo électrique, c'est quelque chose qui est facilement faisable. À partir du moment où il y a des infrastructures, des pistes cyclables qui sont sécurisées et qu'on communique et qu'on informe les habitants sur leur existence. Je vais revenir avec vous, Clément Molison, justement sur ça. On voit que les constructeurs réfléchissent justement à l'idée de se dire qu'on vendra plus de voitures, qu'on les louera et qu'on pourra peut-être les louer pour une journée, un jour, un an, 6 mois, et finalement on ne sera plus jamais propriétaire de sa voiture. Peut-être. En tout cas, effectivement, les constructeurs, ils cherchent toujours à être au plus proche des besoins de leurs consommateurs. Donc oui, on a de plus en plus de locations, et notamment sur l'électrique, parce qu'on a des technologies qui évoluent. Donc on a un certain nombre de personnes qui ont la volonté d'avoir la voiture de dernière technologie. En même temps, il y a des gens qui n'aiment pas louer, qui ne veulent pas et qui se tournent vers l'achat toujours. Et après, oui, bien entendu, il y a ces solutions qui sont complémentaires à la voiture individuelle, et donc on va aussi vers des solutions partagées. Nos constructeurs français, mais pas seulement, développent d'autres offres de services et font pas que de la vente ou de la location de véhicules, mais font aussi des services de plus en plus. C'est assez dynamique comme secteur aujourd'hui. Baptiste Marchand, aujourd'hui, vous êtes sur combien de régions ? Une dizaine de régions. On est sur 15 territoires ruraux. Et le but, forcément, c'est de vous déployer un petit peu partout. Le but, c'est de se déployer, surtout le dispositif de service civique un peu partout, sur la question de la mobilité, mais pas seulement. Mais quand vous dites, pardon, je vous coupe, quand vous dites service civique, pardon, vous entendez quoi par là ? Le service civique, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de s'engager sur une mission de 6 à 8 mois pour l'intérêt général. D'accord. Tout ça sur plein de types de sujets. Là, aujourd'hui, on parle de la mobilité. Moi, en tout cas, des questions environnementales, mais ça peut être sur du numérique, sur du lien intergénérationnel. Et ça, pour nos territoires, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup, la lutte contre l'isolement, et qui peut être lié à la mobilité. Donc nous, notre objectif, chez Unicité en tout cas, à travers ce programme mobilitaire, c'était de se déplacer et de s'implanter un peu dans les territoires ruraux. Là, aujourd'hui, c'est facile entre guillemets, de mobiliser des jeunes en volontariat dans les territoires un peu plus urbains, mais dès qu'on s'éloigne en fait des territoires urbains, plutôt dans les territoires ruraux où il y a des problématiques de mobilité, c'est difficile de mobiliser des jeunes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin des collectivités, parce que sur notre programme, on travaille en partenariat avec les collectivités et les élus locaux. On est d'ailleurs en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France. Ah, c'est bien. Et donc notre objectif, c'est de faire un peu matcher ce besoin des collectivités qui ont envie de développer des projets, que ce soit autour de la mobilité, mais autour de plein d'autres projets, et la force vive de nos jeunes qui ont envie de s'engager pour l'intérêt général sur des missions, aller à la rencontre des publics. Et vous les recrutez comment ? Est-ce qu'il y a un site où ils peuvent... Oui, il y a un site, vous pouvez aller sur unicité.fr si vous êtes intéressé pour faire un service civique, et si vous êtes une collectivité que vous êtes intéressé... Uni au pluriel. Uni au pluriel. Et cité au pluriel avec un tiret. Exactement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Baptiste Marchand de l'association Unicité, responsable du pilotage national du programme mobilitaire. C'est ça, je vais y arriver. Mobilitaire. Voilà, mobilitaire, j'y arrive pas. Voilà, mais c'est Mobility TV. Mais il y a beaucoup de mobilité, vous savez, dans cette émission. Merci beaucoup Clément Molison d'avoir été avec nous, délégué général de l'AVER. En tout cas, c'était une émission encore bien intéressante. Merci à nos amis de Mobility TV, en tout cas de nous préparer toujours avec bonheur toutes ces émissions. On vous retrouve pour l'automobile forcément jeudi prochain.